Bonjour Gérard. Bonjour Elisabeth. Alors, vous allez nous expliquer un peu ce qui a changé pour vous dans votre vie professionnelle avec la psychanalyse. Bon, alors ma vie professionnelle, on va peut-être commencer par là, parce que c'est quand même important. Donc j'ai une formation médicale assez classique, quoi. Donc, mon parcours, ça a été l'exercice de la médecine en milieu semi-rural, bon, sans trop de questions fondamentales ni de problèmes, jusqu'au jour où, en 1982-83, j'ai bien vu qu'il y avait quand même des choses qui tournaient pas trop rond dans l'exercice de cette profession. Et donc, j'ai souhaité intégrer un groupe Bellint. Parce que j'en avais un peu entendu parler, j'étais un peu intéressé par ce moyen de pouvoir échanger avec des confrères sur un autre mode que le mode purement universitaire. Et ce groupe Bellint a duré environ 2-3 ans, quelque chose comme ça. Et le groupe Bellint, au bout d'un moment, ça s'épuise. Et bon, au terme de ça, ou on arrête, ou on fait autre chose. Et c'est à ce moment-là que le groupe s'est arrêté, et je crois qu'on a été 2 à démarrer une analyse. Donc j'ai démarré l'analyse à ce moment-là, aussi pour une problématique personnelle, comme souvent. Je n'avais absolument pas l'idée que j'allais devenir psychanalyste quand j'ai commencé cette démarche. Non seulement la psychanalyse m'avait donné un autre aperçu de la façon dont on pouvait exercer la médecine, mais aussi ça m'avait éclairé sur les raisons pour lesquelles j'avais choisi de faire médecine. Parce qu'on a l'idée qu'on fait médecine, parce qu'on a la vocation, etc. Or, en ce qui me concerne, c'est pas du tout ça. J'étais enfant, j'étais complètement admiratif de notre médecin traitant. Le docteur Souris, c'était une figure majeure de mon enfance. J'ai même un souvenir écran, j'ai 4 ans, j'ai failli mourir, enfin je passe les détails, et je me réveille, il est là. C'est vraiment un souvenir écran, j'ai 4 ans. Et ça, je l'ai tout à fait présent à l'esprit encore, ce souvenir-là. Et donc je me suis rendu compte que si j'ai fait médecine, c'est pas par vocation, c'est par identification. Et ça s'est éclairé au cours de ma cure. Ce qui a complètement changé l'exercice de la médecine et ma position, c'est ce qu'on appelle chez Lacan l'orientation par le réel. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que pendant tout un temps de la médecine, j'ai exercé ça de façon assez classique, comme on fait quand on a fait des études universitaires. On croit à la science et tout va très bien, jusqu'au jour où on se rend compte que la science, ça a ses limites, ça ne répond pas à tout. Ça, c'était le premier temps. Et puis, au début de mon engagement, entre guillemets, dans la psychanalyse, tout ça, c'est après coup aussi que j'ai compris ça, je me suis beaucoup intéressé à ce qu'on appelle la psychosomatique. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que la psychosomatique, c'était une espèce de marigot où proliférait l'imaginaire et que ça avait des effets délétères. À vouloir donner du sens à toutes les maladies, on se passait un peu de la rigueur et de la discipline médicale et de la science, finalement, quand même. Dans un troisième temps, l'orientation par le réel a eu pour conséquence de vraiment instaurer une espèce de partition. Une partition en ayant bien l'idée qu'il y avait quand même des choses qui n'avaient pas de sens et qu'il fallait faire avec ça. C'est-à-dire que quand on a un infarctus ou une appendicite, il s'agit de poser des stents et de les opérer. Il ne s'agit pas d'interpréter. Après, on peut parler, bien sûr. Cependant, il faut être efficace sur le plan de la science. Et ça a guidé mon orientation ensuite, c'est-à-dire ne pas céder sur ce qui est de la science, et à côté, évidemment, prendre en compte ce qui est le sujet souffrant, mais
pas de prolifération imaginaire, pas d'interprétation qui égare. Donc j'ai exercé la médecine avec l'orientation par le réel. Et je trouve que c'est quand même extrêmement important. Je me souviens d'une patiente, c'était un professeur d'université en biologie, qui avait un cancer du sein bilatéral. Et alors là, c'était des proliférations imaginaires qui ne lui allaient pas du tout, hein, vous voyez bien. Ça allait jusqu'à le sein gauche c'est ta mère et le sein droit c'est ton père, par exemple, dans le genre d'interprétation un peu folle quand même. Hein. Et j'avais fini par lui dire, écoutez, je crois que bon, vous êtes biologiste, vous savez que je suis médecin de formation, la biologie, c'est la biologie, le réel, c'est le réel, il y a des choses qui n'ont pas de sens, c'est pas la peine de se casser la tête à imaginer des trucs, et ça avait eu un effet absolument sur l'angoisse remarquable. Les séances d'après, l'angoisse avait cédé. Bon, c'est bien que pour la psychanalyse, bon, une des visées, c'est d'assécher le sens, et là, c'était absolument un peu caricatural hein, de ce que l'inflation imaginaire peut avoir de délétère. Hein, ça avait un effet anxiogène. Et je sais qu'il y a des personnes qui viennent me trouver parce que je suis médecin. Leur argument c'est j'ai des problèmes psychologiques, mais je sais que comme vous êtes médecin, s'il y a quelque chose qui cloche, vous allez me le dire. Il faut que je me méfie quand même, parce qu'on ne se débarrasse jamais de l'être médecin. Hein. C'est pas parce qu'on a cessé d'exercer la médecine qu'on ne l'est plus. Ça ne disparaît pas comme ça. Et d'ailleurs, c'est assez amusant, parce que dans mes contrôles, ma contrôleuse, elle me dit de temps en temps, je sais ce qu'elle va me dire quand elle me dit « Docteur Seyeux ». Alors je sais quand qu'elle commence comme ça, c'est « Vous êtes trop médecin ». Effectivement, il y a une pente à vouloir guérir, ça c'est la pente médicale. Hein. Bon, alors pour ça, pour régler cette question-là, quand on est psychanalyste, il y a la cure, il y a le contrôle, et tout ça, ça permet effectivement d'être vigilant. Néanmoins, c'est toujours un peu là. C'est pas inutile, en particulier chez les psychotiques et les grands délirants. Je crois qu'il ne s'agit pas de guérir, mais il s'agit quand même de, entre guillemets, parce que je sais que c'est un terme que les psychanalystes n'aiment pas trop, mais thérapier quand même, hein, dans le souci qu'on a que tout ne parte pas à volo. Le contrôle sert à ça aussi. Pas qu'à ça, bien entendu, mais ça sert à ça aussi. À garder cette vigilance que l'être médecin est quand même toujours là. Je me souviens de ce patient, là ça me revient maintenant, un patient alcoolique, enfin dit alcoolique. Mais effectivement, hein, il prenait des quantités d'alcool absolument considérables, ce qui le conduisait volontiers aux urgences en coma éthylique. Et donc, cette aptitude qu'on a quand même, quand on est analyste, à essayer de pister le plus intime, m'avait fait l'interroger assez attentivement. Et il a fini par me dire qu'il buvait parce que, en fait, j'avais compris qu'il avait des hallucinations. Et lui, il entendait « prends un verre ». Et à partir du moment où il avait entendu ça, il ne pouvait plus s'arrêter. Il obéissait à cette injonction. Et donc c'est ce souci du détail qu'on a dans la pratique analytique qui a fait que là, j'ai réussi à mettre à jour cette façon particulière. Hein. En fait, il n'était pas alcoolique, il était psychotique, halluciné, et c'était sous l'injonction des voix qui prenait son alcool. Là. Donc je pense que sans ce souci du détail et du plus singulier que nous indique la psychanalyse, je ne suis pas certain du tout que je serais arrivé à cette conclusion-là. Hein. Et donc ça aurait été
le parcours habituel de la dictologie. En arrivant à La Rochelle, j'étais confronté quand même à des choses à laquelles je n'avais pas été confronté dans ma campagne du Haut-Anjou, c'est-à-dire des pathologies liées aux toxicomanies, et en particulier les hépatites C, mais surtout les sida. Et c'était quand même à l'époque où on avait commencé à avoir des traitements, mais enfin c'était pas extraordinaire, hein, c'était le début. Je fais une incise, là. Je trouve que pour moi un des effets de la psychanalyse aussi, c'est de pouvoir se débarrasser de toutes les projections imaginaires sur les gens qu'on reçoit. Hein. Et donc avec une attitude fondée sur cette position, qui est la position de l'analyse, ça m'a permis de parler avec les gens pour lesquels il n'y avait pratiquement pas de traitement, quoi, et en particulier les malades du sida. Je me souviens que, je sais plus qui avait dit ça. Avec le sida, les médecins s'étaient remis à parler avec les malades, hein, dans la mesure où ils étaient complètement démunis, plus de moyens thérapeutiques efficaces, entre guillemets. Les effets de ma propre cure sur cette propension qu'on a quand même à projeter sur l'autre nos propres fantasmagories, ça a eu cet effet de décalage qui a permis de laisser la parole aux autres d'une façon qui n'est pas tout à fait celle qu'on trouve dans les consultations habituelles. Hein. On sait ce qui est bon pour l'autre plutôt, hein, en général. Ce qui m'a paru très important aussi, c'est d'éclairer le distinguo qu'il y a entre la démarche médicale et la cure analytique, finalement. C'est sur la notion de guérison. En médecine, la guérison, on revient à l'état antérieur. Pour reprendre l'exemple de l'angine, on a une angine, on prend des antibiotiques, on n'a plus d'angine. Les amygdales reviennent à l'état antérieur. En psychanalyse, jamais. On ne revient jamais à l'état antérieur, et heureusement.